Éric, je rappelle que vous êtes donc président de l'AFTOC. Et pouvez-vous peut-être rappeler ce que c'est qu'un TOC? Alors, un TOC, trouble obsessionnel compulsif. Alors, ça s'appuie sur deux choses. Alors, obsession, c'est-à-dire des idées, des images, des représentations qui vont vous envahir. Et puis, vous ne savez pas pourquoi, ça va vous angoisser. Vous créez tout un, comment dire, tout un argumentaire derrière les angoisses pour dire mais non, c'est pas possible, je dois pas m'angoisser, etc. Et puis, il se trouve que vous passez énormément de temps à ça et que vous souffrez beaucoup. Et la partie compulsion, c'est qu'est-ce que l'on fait contre l'obsession. Alors, les compulsions ne sont pas forcément toujours physiques. Hein, effectivement, il y a des personnes qui vont revenir 5 fois, 10 fois, refermer leurs portes, vérifier. Moi, ça m'est arrivé de prendre des photos, hein, d'ailleurs, pour dire, voilà, est-ce que c'est bien fermé? Oui, c'est fermé, j'ai la photo. Et puis après, je dis, ben oui, mais supposons que j'ai ouvert la porte après à nouveau. Hein, donc, on est sans cesse dans des rituels de réassurance, sachant qu'il y a beaucoup de compulsions qui sont des rituels mentaux. Moi, c'est mon cas, hein, par exemple. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez donner un exemple concret? Oh, bah oui, plusieurs, même si vous voulez. Allons-y, on a le temps. On a le temps. Quand j'étais jeune, quand j'étais collégien, par exemple, je passais mon temps à relire les cours. Bien. Normal, pourquoi pas. Mais c'était pas pour mieux comprendre. Ouais. C'était parce que j'avais l'impression que si je ne le faisais pas, il y a quelque chose de négatif qui allait rentrer dans mes cours et que ça allait générer une catastrophe, un malheur, quelque chose comme ça. Et donc, par exemple, si je pensais à un moment donné au mot diable, c'est le mal, hein, le diable. Bon, même si je ne suis pas du tout superstitieux, mais je me dis, bon, il faut que je recommence la lecture d'une façon meilleure jusqu'à ce que ça soit satisfaisant. Puis bien entendu, quand il ne faut pas penser à quelque chose, on y pense. Hein. Bon. Donc, c'est sans fin, parce qu'à un moment donné, je rajoutais aussi des contraintes de forme. Il fallait que je termine une phrase, par exemple, sur l'expiration. Bon. Pourquoi? Bon, ça n'a pas de sens ici, d'autant plus que quand on lit, on ne s'occupe pas de sa respiration. On se crée des choses, des contraintes artificielles, et après je me dis, mais est-ce que j'ai bien expiré? Et donc je devais toujours recommencer. Et ça me prenait un temps fou, ça me faisait souffrir, et puis je perdais énormément de temps. D'autres angoisses, des angoisses aussi liées à certains clichés, enfin les portes, les vérifications portes-fenêtres, gaz, etc. Mais moi, ce qui m'a surtout fait souffrir, c'est les contaminations. À un moment donné, par exemple, j'ai eu peur d'avoir la rage. Voilà. Alors, comment on attrape la rage? Bon, se faisant mordre par un animal, hein, normalement, hein, par un chien, notamment. Et puis, dans la rue, je m'écartais quand je voyais quelqu'un avec un chien, au départ. Bon, ça va. Et puis après, il me rentrait dans mon esprit que peut-être je ne m'en suis pas rendu compte qu'il m'a agressé. Donc, il fallait que je vérifie. Et puis vérifier, donc ça veut dire aussi, à l'époque, il n'y avait pas d'appareil photo, parce que c'était il y a 30 ans, 30, 40 ans. Et puis, j'imaginais, par exemple, et ça m'arrive encore maintenant, par contre, qu'un sac en plastique, ça pourrait être un chien qui m'a agressé. Donc, on est dans la création permanente de scénarios
on est pris par quelque chose, comme par exemple aussi les phobies d'impulsion. Je peux avoir peur d'avoir par exemple en main une grenade, hein, pourquoi pas, hein. Ça se ramasse au coin d'une rue, hein, les grenades. Je parle des grenades, les armes, hein. Bon, et puis par exemple ici de les mettre là derrière le conditionnement d'air, et puis je dis bah oui, mais il me faut une échelle. Oui, mais j'ai peut-être l'échelle, et qui me prouve que je suis pas venu avant, que tout ce monde soit là et que ça n'explose pas après. Et puis les angoisses, c'est toujours les angoisses, enfin pour moi, par rapport à ce qui peut arriver dans le futur. Bon. Parce que ça serait trop simple, sinon si je pouvais vérifier tout de suite, ou bien vérifier par rapport à ce qui s'est passé, ce serait trop simple. Donc j'ai passé énormément de temps à perdre mon temps, à m'angoisser sur des choses qui sont sans fondement, bien entendu, mais j'ai beau le savoir que c'est sans fondement, je ne peux pas faire autrement. C'est comme ça. Jusqu'au jour après où j'ai appris aussi à mieux maîtriser, et puis je vais peut-être en parler tout à l'heure avec l'acte par exemple. Et donc toujours est-il que je me suis rendu compte quand même que je perdais mon temps. Ma vie n'était pas agréable, n'avait pas de sens. Je perds mon temps pendant ce temps-là, je ne vis pas. Et je me suis rendu compte que on n'a que une accumulation d'instants présents à vivre. Et donc, outre les thérapies habituelles, hein, thérapie comportementale et cognitive, j'ai aussi, comme on disait, enfin comme ça a été évoqué tout à l'heure, je me suis intéressé aux troisième vague des thérapies comportementales et cognitives, c'est la vague émotive. C'est-à-dire où, d'une façon holistique, on prend en compte l'ensemble de l'individu dans ses composantes cognitives, intellectuelles, affectives, sentimentales, sociales, et aussi dans l'ensemble de son environnement physique, social, relationnel, etc. Et je me suis rendu compte que l'important pour moi, c'était de redonner un sens à ma vie, donner un sens à ma vie, d'accepter tout simplement au départ, parce que en faisant la thérapie comportementale, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, mais bon, globalement, pour les TOC, on se laisse s'angoisser, on ne fait rien, on ne cherche pas à faire des rituels pour s'opposer, parce que plus on fait des rituels, et pire c'est, hein, parce que après on en cherche, et on cherche en permanence une façon cognitive, des argumentaires pour justifier que ce n'est pas, enfin pour montrer que c'est pas justifié. Bon, et puis après on doute de chaque argument, on fait un argumentaire sur chaque argument. Et puis après intellectuellement on passe son temps à ça, on perd son temps et ça fait souffrir. Donc je me suis dit à un moment donné, quand je me suis aperçu que un TOC ça prenait diverses formes, parce que bon, j'ai à peu près, on n'a pas 1, 5 ou 10 TOC, on a des TOC, pour moi, qui se manifestent de différentes façons, et il y a quand même un volume d'énergie négative, d'affect négatif à remplir, et quand un peu comme, je ne sais pas moi, quand on marche sur un trottoir, il y a des concavités, l'eau s'y met quand il pleut, ça sert à rien de balayer là tout de suite, s'il pleut, de toute façon, il va continuer à pleuvoir. Pour les TOC, il pleut tout le temps. Hein. On en a en permanence si on n'arrive pas à un moment donné à dire bon, ça suffit comme ça, maintenant, j'accepte tout simplement, je suis en diffusion avec l'angoisse, c'est pas moi, et travailler sur l'instant présent, sur la richesse des comment vais-je dire, là maintenant je suis content d'avec vous, hein, je suis là je parle, ça me fait plaisir de partager, même si j'étais un petit peu, je dis oh là là, bon, je vais peut-être bafouiller, je vais pas savoir quoi dire des bêtises, donc il y a toujours ça, bien entendu, mais là je suis content de partager. Et pendant ce temps-là, vous n'avez pas vu de grenade sur scène? Et voilà, j'ai pas vu de grenade sur scène parce que je me suis dit vis chaque instant en étant en harmonie. Alors, corps-esprit, mais en harmonie avec les autres aussi, surtout. Hein, et de pouvoir partager ça avec vous, pour moi, c'est énorme. Et ça me donne l'impression
peut-être pas que l'impression d'ailleurs, que je sers à quelque chose. Donc il y a au-delà de l'acceptation aussi le sens des valeurs. Qu'est-ce qui compte pour moi? Parce que comme je disais tout à l'heure, on n'a qu'une accumulation d'instants à vivre. Alors au bout de ma vie, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais me dire sur ce que j'ai vécu? Si j'ai toujours été dans l'imagination, d'angoisse, etc. Et voilà, et de choses qui sont foncièrement inutiles et très négative, hein, parce que j'angoisse, je perds du temps. Je me suis dit, quelles sont mes valeurs dans la vie? Et ça, c'est tout à fait aussi dans l'acceptance and commitment therapy, la thérapie d'acceptation et d'engagement. Qu'est-ce qui fait mes valeurs et comment je vais mettre en œuvre, avec les objectifs que je me donne, ces valeurs? Et là, récemment, enfin, ça fait 2 ans que je suis président de l'AFTOC. Ben, je me suis dit, si je peux me donner à fond pour mes frères et sœurs toqués, j'aurais à peu près réussi quelque chose. Et à chaque fois, alors on a, je vais peut-être en parler après, hein, on a des groupes de parole qu'on a un petit peu partout en France, mais aussi en distanciel. Et à chaque fois, quand je vois quelqu'un qui est content d'avoir participé, et puis qui me dit « Ah, merci, c'était super », voilà, je reprends estime de moi, confiance en moi, et je dis c'est pas inutile. Donc petit à petit, un pas après l'autre, je pense qu'on est dans un cercle vertueux et où j'encourage, et je vais y venir, je ne sais pas si c'est après ou maintenant, mais les gens qui sont dans les groupes de parole, les adhérents, à s'investir, alors pour soi, pour son propre établissement, mais aussi pour les autres, le rétablissement collectif, et aussi le rétablissement sociétal, parce que ici, en parlant avec vous, et puis en m'investissant, en essayant de m'investir auprès des autres usagers, des grandes fédérations, pour faire des plaidoyers au niveau des pouvoirs publics, ben je sens que ça fait évoluer la cause. Je sens qu'en faisant de la sensibilisation, des stigmatisations auprès des plus jeunes, parce que c'est un gros projet qui nous tient à cœur, aussi bien pour les enfants, les jeunes enfants, pour qu'ils soient repérés, détectés le plus tôt possible, afin que les choses nécessaires puissent être engagées, parce qu'il y a quand même des thérapies, il y a des choses qui sont possibles, et puis plus on prend les jeunes tôt, mieux c'est. Et puis après, on se dit, ils vont avoir une belle vie, en tout cas, ils vont se rétablir. Et aussi pour les adolescents qui sont dans le déni, dans l'auto-jugement, quand ils ne sont pas dans le jugement par les autres. Mais on se rend compte généralement que quand on est simple et soi-même, les gens autour écoutent. Ils ne comprennent pas forcément, mais ils écoutent et ils sont bienveillants généralement. Alors d'autant plus dans les groupes de parole, parce que les groupes de parole, bon, on est là, on est tous pareils, c'est des groupes de parole de personnes concernées et de proches, les parents, les conjoints, frères et sœurs, etc. Bon, et on se rend compte par le partage d'expériences qu'il y a toujours les mêmes idées derrière le TOC, c'est le doute et le besoin toujours de vérifier quelque chose. Et même si les objets, les sujets de TOC varient, pour moi, ils ont varié énormément, j'en ai un petit peu parlé là, mais on sent que c'est toujours la même mécanique qui est à l'œuvre, le même dysfonctionnement qui nous fait disjoncter. Et à partir du moment où on a aussi conscience de ça, on fait le nécessaire pour forcément pour aller mieux. Et là, dans l'engagement, je me suis rendu compte que, après avoir fait quelque chose d'intéressant le soir, j'ai dit, tiens, je ne suis plus angoissé. Jusqu'à ce qu'une prochaine arrive. Mais petit à petit, je vais faire en sorte de trouver aussi un sens à ma vie. C'est-à-dire, ma vie, elle peut être intéressante. Enfin, j'espère en tout cas. Et comme on a souvent, à mon avis, on a trop souvent séparé psychologie et philosophie. Mais le cerveau, pour moi aussi, c'est le sens de la vie. C'est la philosophie. C'est ce qui permet de nous faire vivre. Travailler, soigner un rein ou faire des études sur les virus, c'est bien, mais le cerveau, c'est beaucoup plus que ça.
dans une vision holistique de l'ensemble de l'individu. On n'est pas que des maladies, on n'est pas les maladies, et on n'est pas que des patients. On est aussi des personnes qui pouvons individuellement, collectivement, d'une façon sociétale, faire améliorer les choses et sensibiliser les gens. Bon, enfin, voilà. Absolument. À propos de sensibilisation, justement, et auprès des jeunes, à partir de quel âge peuvent apparaître des TOC chez les enfants et à partir de quel âge vous pouvez les accompagner? Tout leur âge. famille. Tout âge. Tout âge. Tout âge. Les enfants très jeunes, on peut détecter. Alors, les enfants ont des petites manies, ont des petits rituels, ça c'est normal. Ouais. Ils expérimentent les choses. Mais avec l'aide des parents, des professeurs, des éducateurs, on repère quand même des choses qui, à un moment donné, ne sont pas vraiment normales. Et des répétitions extrêmement particulières de situations, même des fois des pensées, des gens qui subvocalisent, des enfants qui subvocalisent. Et dans ce cas-là, il faut très tôt penser à aller voir un psychologue, un psychiatre déjà pour qu'il puisse faire un diagnostic, parce qu'il y a aussi souvent des comorbidités. Là, c'est encore tout un pan. Enfin, je ne vais peut-être pas l'aborder ici maintenant, là, mais et donc très tôt, les jeunes peuvent être affectés. Et d'ailleurs, ça affecte plus les enfants et les adolescents que les adultes. C'est-à-dire, actuellement, on pense qu'il y a environ 3,5% des enfants et adolescents qui ont ce type de trouble, alors que ça baisse un peu avec le temps, en devenant adulte. Moi, personnellement, j'en ai toujours, je ne l'ai pas vu baisser. Si, j'ai vu baisser parce que j'arrive aussi à trouver des techniques et puis je réfléchis sur la façon de faire, hein, comme je venais de l'expliquer. Donc, je suis en phase de rétablissement, sachant que je ne serai jamais guéri, mais ça m'est égal. L'important, c'est de me dire chaque jour, c'est un petit peu mieux que la veille. Et puis, en travaillant sur soi avec les autres, pour les autres, on est vraiment dans un cercle vertueux, dans l'empowerment. Voilà. Et en fait, après, pour les adultes, c'est plutôt entre 1 et 2% de la population. En vieillissant, c'est un peu plus. Il y a des études, j'ai encore lu une étude hier, mais bon, c'est difficile de faire une synthèse de toutes les études scientifiques qui paraissent, mais globalement, ça affecte tous les âges, un peu plus les jeunes que les plus vieux, toutes les régions du monde, partout. Voilà. Et de tout temps. C'est je pense, ce que l'on peut dire. Alors, on travaille avec aussi bien entendu, avec les scientifiques, parce que on est des patients, on est des acteurs à part entière de notre établissement. Mais on dit, bon, il faut travailler aussi avec les spécialistes. Et d'ailleurs, les spécialistes sont très... Ils souhaitent que l'on participe avec eux au rétablissement. Je vais prendre un exemple. On a un partenaire qui s'appelle la FTCC, l'Association française des thérapeutes comportementales et cognitifs et comportementales. Ils font des formations pour les étudiants psychologues. Et ils nous ont fait déjà intervenir par rapport à notre savoir expérientiel. Parce que les cours théoriques, c'est bien, mais savoir ce que ressent la personne, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, comment elle fait pour essayer d'aller mieux. J'ai vu que les étudiants étaient... Voilà, ils étaient extrêmement intéressés et on fait de plus en plus partie la FTCC va nous intégrer dans leur groupe d'intérêt et d'études pour qu'on puisse aussi même participer à l'élaboration de leur projet. Voilà, donc je pense que ça c'est très positif. Il y a déjà une reconnaissance quand même que les personnes concernées ont quelque chose à faire et ont une grande richesse par leur savoir expérientiel qu'ils peuvent transmettre, y compris auprès des professionnels. Mais on ne se substitue pas, bien entendu, hein, c'est bien évident. Voilà. Il faut combien de temps à peu près pour qu'une personne parmi celles que vous accompagnez se rétablisse avec l'acte,
cette période d'acceptation et puis d'engagement, idéalement? Alors l'acte, c'est bon, la troisième vague des thérapies comportementales et cognitives. Peut-être qu'elle n'est pas adaptée, peut-être, pour les débutants. Parce Oui, qu'il y a ça les vient thérapies peut-être plus tard. Voilà, ça vient plus Les tard. TCC d'abord. Les TCC d'abord, avec ou sans médicaments. Voilà, actuellement, j'ai des médicaments, inhibiteurs sélectifs de recapture de la sérotonine. Je n'ai plus trop d'effets secondaires, donc après tout, je ne sais pas pourquoi je m'en priverais. Comme quelqu'un qui a du diabète, prendre de l'insuline, voilà, même si c'est jusqu'à la fin de sa vie, c'est pas grave. Mais globalement, il faut compter quand même pour qu'on commence à voir des améliorations plusieurs mois. C'est-à-dire, par exemple, pour les médicaments. On peut être amené à changer de formule aussi. C'est le psychiatre, il faut voir ça avec son thérapeute, son psychiatre. Et puis, on n'est pas tout de suite à la dose optimale. Donc, il faut pouvoir augmenter progressivement la dose jusqu'à arriver à quelque chose de correct. Donc ça peut durer 6 mois arriver à la bonne dose. Pour les thérapies comportementales, on dit toujours que c'est des thérapies courtes. Bon, par rapport à la psychanalyse peut-être, mais moi j'ai peut-être choqué les gens ici, mais j'ai l'habitude de penser que la psychanalyse, c'est bien pour les gens bien portants, quoi. Bon, et excusez-moi pour ceux qui sont psychanalystes ici, mais donc en fait, les thérapies comportementales et cognitives, on dit c'est court. C'est court, non. Il faut en moyenne 2-3 ans pour voir de vraies améliorations. Et c'est un sacré travail, parce qu'on se confronte aux angoisses et on essaye de mettre en place donc les thérapies correspondantes, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, à un moment donné, là je suis angoissé, je laisse aller, ça va décroître. Et puis petit à petit, ça décroît, mais ça recommence. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans l'acceptation, je me dis, de toute façon, dans les thérapies cognitives, comportementales classiques, on dit, on va remettre à plus tard. Effectivement, je me rends compte, c'est du vécu, que plus tard, l'angoisse a disparu ou a été remplacée par autre chose, en tout cas de ce que j'appelais tout à l'heure, une espèce de volume d'affect négatif à remplir, quoi. Donc j'ai dit, à quoi bon? Je ne vais pas commencer à faire des rituels et à m'angoisser plus qu'il ne faut, quand il y a des idées, des ruminations qui me viennent en tête. C'est-à-dire qu'on laisse pleuvoir. On laisse. On laisse couler, quoi. On laisse couler. Et puis, petit à petit, on se rend compte que ça va mieux. Et ça, c'est les thérapies, la logique des thérapies comportementales. Thérapie cognitive, c'est un peu différent. C'est on se regarde angoissé, et les réactions que l'on a. C'est-à-dire, on se regarde en train de disjoncter, quoi. On se met en métaposition. Oui, c'est ça. Mais le problème, c'est que moi, personnellement, la thérapie cognitive ne me convient pas trop parce que, je suis assez intellectuel. Et comme je disais tout à l'heure, à un moment donné, pour me convaincre que l'angoisse n'est pas justifiée. Là, ici, il n'y a pas de chien, donc c'est pas parce que je vois un sac que j'imagine que c'est un chien qui va me mordre. Bon, donc il y a aussi des probabilités. Il y a une chance sur 1000, une chance sur 1 million pour que ceci et cela. Et puis après, on cumule ça avec les probabilités cumulées avec d'autres argumentaires. Le problème, c'est que moi, je passais mon temps à dérouler les arguments. Et puis, en y mettant aussi des contraintes de forme, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas que je sois dérangé, ou bien si je ne le fais pas sur l'expiration, ou je ne sais pas quoi, il faut que je recommence. Et puis, je me suis rendu compte que ça rentrait dans les rituels mentaux de développer des argumentaires. Donc, j'ai arrêté ça. Même si je pense que les thérapies cognitives, c'est bien pour un certain nombre de personnes qui ont un insight pas trop développé au départ, je pense, et ça les aide aussi à relativiser, serrer les problèmes. Mais c'est pas forcément adapté à tout le monde. Moi, en tout cas, pas trop, parce que je commençais aussi à ritualiser mentalement sur tous ces argumentaires, quoi. Et donc, pour en revenir à ce que je disais au départ, c'est globalement comment ça allait mieux au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans. 2 ans, il faut quand même 2-3 ans pour
pour commencer à dire, tiens, je vais peut-être arrêter une thérapie comportementale et cognitive. Mais tout en prévoyant avec le thérapeute des piqûres de rappel. Parce qu'on sait que ça peut revenir, ça va revenir. Mais avec tout ce que je disais tout à l'heure, on se fait aussi une boîte à outils. Une boîte à outils d'outils pour lutter contre et puis pour dire ah là je détecte qu'il y a quelque chose qui va arriver, donc je sais ce que je dois faire. Donc on apprend aussi énormément par soi-même, même si c'est pas suffisant, qu'il faut aussi des psychologues, des psychiatres quoi. Voilà. Alors, vous avez exposé un énorme savoir expérientiel. Comment, à l'AFTOC, quels sont vos leviers d'action et ça concerne à peu près combien de gens, combien de personnes concernées, peut-être par an, vous pouvez peut-être nous donner un ordre de grandeur. Oui. Bon, à l'AFTOC, on essaye d'informer, sensibiliser et puis aussi de soutenir les personnes. Et en particulier dans des groupes de parole. Et le fait que les gens se rassemblent et puis partagent les mêmes choses, ça crée aussi, on est moins dans le déni, on est plus dans l'acceptation, ça fait du bien, ça ne suffit pas au niveau thérapie, hein, mais ça fait du bien. Et là, je suis président depuis 2 ans, depuis 1 an, j'ai incité les bénévoles, les adhérents à s'engager en disant, une petite formule choc, c'est « faites-vous du bien, engagez-vous ». Et on a doublé le nombre de bénévoles en 1 an. Et donc, c'est bien parce que là, on est vraiment dans l'encouragement à l'empowerment et dans cette espèce de cercle vertueux. Et d'ailleurs, je remercie encore le jury qui nous avait décerné un coup de cœur aux ateliers du rétablissement. C'est les groupes de parole de l'AFTOC pour l'empowerment et le rétablissement. Voilà. Et donc, ça, je suis très content d'essayer de porter cette dynamique vertueuse en disant pas après pas, ça s'améliore, quoi. Voilà. Et donc, dans les groupes de parole, alors on a 20 groupes de parole en présentiel, des groupes en distanciel, il faut qu'on en fasse plus. Et ça concerne en fait, bon an, mal an, quelques milliers de personnes par an. Sachant qu'il y a entre 1 million, 1,5 million de personnes qui ont des TOC, ça donne on a encore un potentiel de développement. Hein. Mais bon, après, pour grandir, il faut aussi gérer son développement, parce que là, l'air de rien, avec tous les bénévoles, pour coordonner, il faut qu'on crée aussi un petit peu entre guillemets, des échelons intermédiaires de management. Donc, mais ça tant mieux. Hein. Ça, c'est mon problème, quoi. Donc, voilà. Alors, ça pourrait concerner donc 1,5 million de personnes, sensibilisation au milieu scolaire dans tous les milieux et avec l'aide des autres associations, parce que je suis convaincu que si on veut par exemple sensibiliser en milieu scolaire, y aller seul, c'est pas bon. D'abord, c'est pas bon, puis on n'a pas l'ensemble de l'éventail des problèmes de santé mentale. Et si ensemble, on se dit par exemple, on va aller voir les collèges, les lycées, pour faire une demi-journée de sensibilisation, c'est mieux de représenter différents troubles psychiques pour que ça ait plus de poids. D'autant plus que ils n'ont pas non plus, les établissements scolaires, par exemple, n'ont pas que ça à faire nous accueillir, quoi. Et puis ils ont leurs programmes, y compris les programmes de, je sais pas comment ça s'appelle, mais d'ouverture sociétale ou je sais pas quoi. Et alors par contre, on l'avait fait seul à Lille, c'est dans une école scolaire, dans une école primaire. On avait pendant une journée, été invité par un animateur de vie scolaire qui animait des jeunes par rapport à la santé mentale. On est intervenu pendant tout un samedi par petits groupes pour sensibiliser les parents,
les élèves, les professeurs qui étaient là. Et ça a été, voilà, je pense que c'était très bien. Et c'est ce qu'on va essayer de promouvoir et puis de généraliser. Mais pour ça, il faut se préparer aussi. Hein. Et puis, il faut avoir des subventions, préparer les documents, les faire, comment je relis aussi par quand même des psychiatres pour avoir un minimum de caution scientifique. Voilà. Merci beaucoup, Éric. Ben, merci à toi et à vous tous.